Bonjour à tous, donc avec la suite de mes vidéos sur les années 90 dans les deux grandes fédérations de WCW et WWF. La dernière vidéo c'est la WCW, donc avec 90. Et j'avais fait 90 à WWF, c'est pour ça que je viens avec 91 cette fois-ci. Donc ceux qui n'auraient pas vu que c'était le cas, parce que je l'ai fait la vidéo, c'était en juillet 2014, j'ai regardé, donc ça fait longtemps. Sachez qu'elle existe, cette vidéo 90 à la WWF, donc avec le même système, les awards, voilà. Donc avant de démarrer avec l'année 91 à la WWF à proprement parler, je vais réagir à un commentaire qui a été posté sur ma dernière vidéo, commentaire de Tim VK Flynn. Je le prononce à l'anglaise, je sais pas s'il faut prononcer comme ça, bref. Donc un fidèle de la chaîne, d'ailleurs je le remercie pour son commentaire, qui me dit notamment que, en parlant de l'année 90 à WCW, une mauvaise année donc, et juste ce bout de commentaire-là, je voudrais revenir dessus, parce que effectivement, c'est une année qui est un peu faiblarde, mais elle est faiblarde peut-être parce qu'on regarde ça du point de vue des standards d'aujourd'hui. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est tellement génial que du coup quelque chose qui était bien à l'époque semble pourri. Non, non. C'est juste qu'aujourd'hui, la façon dont, la logique de faire fonctionner une fédération, elle est complètement différente. Et c'est ça que je voudrais expliquer ici. Voilà. En fait, l'écart entre le produit d'aujourd'hui et le produit de l'époque, c'est le même écart entre une fédération qui essaye de faire le plus de grands matchs possible dans l'année, et qui pour cela essaye plein de fois de faire des grands matchs, je sais pas, elle essaye 1000 fois de faire des bons matchs, elle en a 100 bons matchs à la fin d'année, et à l'époque c'était plutôt, on l'essaye pas trop souvent, mais on y arrive quand même plutôt pas mal souvent, donc elle essaye de faire 50 matchs bons dans l'année, elle en réussit 30. Donc en fait il y en a une qui a 50 bons matchs dans l'année et l'autre qui en a 100. Mais il y en a une qui a réussi 3 matchs sur 5 et l'autre qui a réussi 1 match sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est un peu cette situation-là, c'est-à-dire que effectivement, quand tu regardes le best-of des meilleurs matchs et trucs comme ça, il y a un écart fou furieux entre 91 et 2015. Voilà, il n'y a pas à chier. Mais, il y a un avantage à faire comme il faisait en 91, je pense, c'est que il frustrait les fans. Alors, tu vas me dire, frustrer les fans, faut être con. Si tu frustres les fans, ils vont en avoir marre. Moi, je pense pas. Je pense que c'est une très bonne chose de frustrer les gens, d'une manière générale. De la même manière qu'il faut, par exemple, si j'ai pas d'enfants, mais je pense qu'il faut frustrer ses enfants, par exemple. Si tu leur donnes tous les cadeaux dès qu'ils le veulent, tu leur donnes tout ce qu'ils veulent tout le temps, bah, ça devient des gosses pourri gâtés, et après ils kiffent même plus. En fait, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Raw et SmackDown, les trucs, et avec tous les temps d'antenne que t'as, et même les pay-per-view un par mois, avec plein de grands matchs et tout, quelque part, ils essayent trop souvent d'y aller trop fort, de faire le must, le truc exceptionnel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ils y arrivent de temps en temps, donc il y a des trucs super. Mais voilà, c'est un peu... si tout est dans la lumière tout le temps, c'est tout est à fond tout le temps, pour pouvoir faire un truc qui sort du lot, il faut réussir à faire un truc de fou furieux, quoi. Et d'ailleurs, regardez, il y a un lutteur qui est pas booké comme les autres à ce niveau-là, c'est Brock Lesnar. Et à l'arrivée, est-ce que c'est pas le lutteur qui captive le plus d'attention quand il est là? En match, en tout cas. Moi, je pense que oui. Et du coup, même un match qui est pas forcément hyper bien avec Brock Lesnar, il arrive à générer plus d'attention, et on s'en souvient beaucoup plus, qu'un match lambda d'un mec qui est là toute l'année et qui essaie à chaque sortie d'y aller franco. Voilà. Et en 91, eh ben, voilà, il distille à dose homéopathique un petit peu de kiff, mais vraiment pas trop, hein, attention, on vous préserve les gars, pour que quand il se passe des trucs forts, on soit fondant, et que surtout, la logique c'est ça, c'est que tu ailles voir les matchs en house shows, que tu ailles payer pour les pay-per-view. Voilà. C'est ça la différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le même délire. À l'époque, les contrats télé étaient, enfin, l'argent généré par la télé était beaucoup moins important, et donc les revenus principaux c'était la billetterie des house shows, donc il fallait entretenir l'idée de venez voir les house shows, alors qu'aujourd'hui les contrats télé sont tellement importants qu'on veut que les gens restent devant Raw. Voilà, c'est ça aussi qui explique cela. Alors pardon. Pour vous illustrer cette différence, deux trucs. Et c'est hallucinant. Du point de vue des standards d'aujourd'hui, ce que je vais vous dire, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce délire? Hulk Hogan, donc c'est le John Cena de l'époque, hein, c'est la super méga star de la WWF en 91. J'ai pas compté, mais à vue de nez, je pense qu'il a fait 2 à 3 matchs en show hebdo sur toute l'année. Il y a 3 shows hebdo. Primetime Wrestling, qui est l'équivalent de Raw, Superstars et Wrestling Challenge. Je pense que sur toute l'année, il a fait 2 à 3 matchs dans les shows hebdo. Et 2 encore, je suis même pas sûr. Et ça se trouve, il en a fait 0. Alors vous dites, ben, on le voit quand? Ben, il fait des promos, on le voit dans des vignettes, on le voit dans des vidéos qui récapent ce qui s'est passé en pay-per-view ou un truc. Voilà. Et puis, bah, si tu veux le voir, bah, tu payes en house show. Tu veux voir Hogan lutter? Eh ben, viens en house show, c'est tout. Voilà. Et alors là où c'est encore plus hallucinant, parlons des house shows, c'est hallucinant. Donc, Primetime Wrestling, par exemple, ton main event, ça va être, je sais pas, Tito Santana contre The Berserker. Tant de dire, c'est pas folichon, mais bon, je vais regarder quand même, on sait jamais. Ok. Mais pendant le show,
dont ton main event c'est Tito Santana contre Berserker, tu vas avoir un moment où tu as Minji Nokerland qui va te faire la pub pour les matchs des house shows. Et donc il va te dire, avant de retrouver Gloria Monsoon et Bobby Nunn qui vont nous commenter Berserker contre Tito Santana, je voudrais juste signaler que si vous êtes du côté de Seattle ce week-end, vous pourrez voir Hogan contre Ric Flair. Ceux qui sont à Cleveland, vous pourrez voir Ultimate Warrior contre Mr. Perfect. Et ceux qui sont à Miami, vous pourrez voir Jake the Snake contre Macho Man, quoi. Et t'es là, putain, mais il y a des matchs de fou qui se passent en fait. Mais nous, on voit Tito Santana contre Berserker, quoi. C'est-à-dire que c'est hallucinant. Ils font la pub pour des matchs énormes que tu verras jamais. Sauf si t'es à Seattle et que tu peux aller voir leurs choses. C'est impressionnant. Et ils font vraiment ça. Ça se passe à la télé, t'as des trucs. Puis même t'as des promos des lutteurs qui font des promos pour des matchs qui auront lieu en house shows. C'est hallucinant. C'est invraisemblable du point de vue d'aujourd'hui. Mais c'est la logique de l'époque. Et encore une fois, la logique de l'époque, c'est de préserver les fans et de pas trop lui en montrer. Alors, je vais bien vous dire, c'est extrêmement conservateur à l'époque. Trop. L'équilibre idéal, il va se trouver plutôt entre 92 et 97, où la dose, elle va être un petit peu moins homéopathique. Un petit peu, voilà. On va quand même donner un peu plus de matériel pour que le public s'amuse un peu plus quand même, mais pas trop pour pas le griller. Et je pense qu'à partir de la Chicken Era, on va griller le spectateur à fond parce que c'est la course à l'audience, attention, alors là, et la WCW va balancer un de ses plus gros matchs possibles en show hebdo, et alors Raw va faire pareil, changement de titre à foison, et tout. Et là, on va griller les spectateurs. Bon. Et bon, je dirais que ça s'est un petit peu calmé par la suite. Et je dirais que maintenant, c'est pas tellement sur les événements qui se passent en show hebdo qu'on grille les spectateurs, c'est plus sur la tentative de faire des grands matchs trop souvent. Mais voilà, regardez comment est booké NXT. C'est beaucoup mieux. Comment est booké Brock Lesnar, c'est mieux. Il faudrait que tout soit booké comme ça. Et déjà, en commençant par pas mettre à chaque Raw tout ton roster et toutes tes stars. Voilà. Un lundi, tu utilises le top face et le top heel, et le lundi suivant, tu utilises le numéro 2 des face, le numéro des heel, et le 1 et le 2, les deux top face et top heel, cette fois-ci tu les vois pas. Et comme ça, t'alternes. Comme ça, voilà, les gens, ils sont pas grillés, voilà, tu sais pas si tu auras John Cena cette semaine, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera pas là, peut-être qu'il fera une promo, peut-être qu'il fera un match. Puis si tu fais un match, t'hésites de le mettre direct contre un des grands noms, sinon tu gagnes un match. Regardez cette année, AJ Styles Jericho, il a déjà eu lieu 3 fois. Une fois en pay-per-view, 2 fois en show hebdo. Et c'est à WrestleMania. S'il avait jamais eu lieu depuis le début de l'année, on aurait plus envie de le voir. Et Kalisto Del Rio, que dire? Ils sont affrontés 40 fois. Et Kevin Owens, Ziggler, etc. Faut pas les balancer ces matchs-là, faut se les garder, il faut les teaser. C'est ça, c'est grillé. Voilà, donc j'attaque. Maintenant, j'arrête ça. Donc je vais attaquer mes awards avec le résumé de l'année 91. Qu'est-ce qui s'est passé en 91, vraiment? Mais n'hésitez pas à réagir à ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 91? Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Allons-y. Ce qu'il y a à retenir de l'année 91. Alors, l'année 91, ça va être très banal ce que je vais dire d'abord. C'est très similaire à 90. C'est normal, c'est la suite. Sauf que 92 sera très différent de 91. Donc, je le précise ici. Et c'est similaire à 90 parce que c'est toujours la Hogan Era. Et qu'on va pas encore arriver dans la transition, en fait, que sera l'année 92 vers la période suivante, la New Generation. Et 91, en fait, c'est la dernière année de la Hogan Era, incontestablement, puisque Hogan prend une première retraite, en tout cas, en début 92. Donc 92 sera majoritairement autre chose. Et puis même avant ça, Hogan perd le titre de champion poids lourd au Survivor Series 91 contre l'Undertaker. Et donc c'est le dernier grand règne de Hogan, champion, en 91. Il y aura un petit règne anecdotique en 93 et un autre encore plus anecdotique en 2002. Et voilà, bon, il y aurait d'autres choses à faire à la WCW, mais pour la WWF, c'est la fin de la Hogan Era, quoi. Voilà. Donc c'est quand même pareil, il y a un truc. Bon. En plus de ça, vous avez le Warrior qui décline, à cause de problèmes backstage, hein, il demandait une augmentation, il menaçait de faire des no-shows, etc. Il y a des lettres qui existent sur Internet, si vous voulez regarder ça. C'est assez marrant, puisque vous pouvez voir la lettre que le Warrior envoie à Vince, où il menace, machin truc, Vince lui dit non, machin. C'est assez marrant. Bon, il s'est fait virer, du coup. Donc, le Warrior out, Hogan qui va partir, etc. On sent que voilà, c'est le crépuscule d'une époque. Et l'aube d'une nouvelle époque, enfin c'est surtout 92 qui sera l'aube de la nouvelle époque. 92 c'est une année super parce qu'elle est très à part de 91, 90, tout ce qui s'est passé avant, et aussi à part de ce qui s'est passé après. Et c'est marrant parce que c'est aussi le cas à la WCW, pour des raisons différentes. Donc j'en parlerai plus tard. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 91? Le truc majeur, peut-être le premier truc qui vient à l'esprit, c'est l'arrivée de Ric Flair. Donc déjà, en soi, c'est énorme parce que c'est Ric Flair. Voilà, le numéro 1 de la NWA depuis plus de 10 ans et tout. Enfin, voilà, c'est la superstar hors WWE, quoi. Et il arrive avec la ceinture de champion poids lourd NWA en plus.
parce qu'à ce moment-là, il y avait un split entre WCW et NWA, donc la ceinture se trouve un peu entre deux chaises. Comme Ric Flair pouvait pas saquer Jim Hart, qui était le booker de la WCW, il est venu avec la ceinture à WWF. Je pense que Vince a dit super, ça j'aime bien. Voilà, donc ça rajoute encore, et donc il arrive, I'm the real world champion, voilà, donc vous imaginez la storyline, qui va pas vraiment être utilisée, malheureusement, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils vont finalement pas avoir le droit de mettre la ceinture à l'écran, donc elle va être floutée pour tout ce qui a été déjà préenregistré. Et surtout, le Flair Hogan, qui était le match qui s'imposait, le champion contre le champion, du coup, va pas vraiment avoir lieu. Ils vont s'affronter, hein, mais c'est un match qui est pas terrible et qui est surtout pas en pay-per-view, comme ça, avec tout le momentum qu'ils auraient dû créer dessus. Voilà. Donc ça, c'est quand même le gros truc aussi dont on peut se souvenir en 91. Il s'est passé un truc aussi inédit, historique, que jamais ça ne s'était passé avant à WWF en 91. Ceci. Le Warrior perd le titre contre Slaughter. Slaughter perd le titre contre Hogan. Hogan perd le titre contre Taker. Et Taker perd le titre parce que le titre est mis vacant suite à une fin controversée lors du pay-per-view de Tuesday in Texas. Ça fait 4 changements de titre dans l'année. Je n'ai pas revérifié, mais je crois pouvoir dire avec certitude qu'il n'y a jamais eu autant de changements de titre dans une année, sur le titre poids lourd, hein, le champion, le numéro 1 de la fédération, dans une seule année à la WWF avant. Je n'ai pas vérifié, je pense que ça a dû arriver qu'il y ait 2 changements de titre dans la même année. Bon, 1 évidemment, voilà, mais 4, certainement pas. Le règne, on va dire standard à ce moment-là, c'était un règne d'1 an. Parce que vous aviez Macho Man qui avait gagné le titre à WrestleMania 4, qui a perdu à WrestleMania 5, Hulk Hogan qui gagne à WrestleMania 5 et qui perd à WrestleMania 6, et donc là le Warrior qui gagne le titre à WrestleMania 6, 90, et qui perd au Rumble 91. Donc vous voyez, après ça fait des changements de titre. Et ça va perdurer d'ailleurs comme ça encore longtemps, parce qu'en 92, Flair gagne le titre, et il le perd au Man Macho Man, et il le reprend au Man Macho Man, et il le perd au Man Bret Hart, etc. Donc de ce moment-là, en fait, du moment où le Warrior perd le titre au Rumble jusqu'à presque aujourd'hui, quoi, quelque part, le règne standard sera plutôt de l'ordre de 4, 5, 6 mois que 1 an. Alors il y aura eu des règnes d'1 an, attention, il y a des règnes assez longs entre temps, mais globalement, et même pendant la Tupira, ce sera peut-être parfois des règnes de 1 ou 2 mois, quoi. Voilà, les règnes seront beaucoup plus courts. Mine de rien, c'est déjà quelque part un prémisse de la suite. Bon, sinon, il s'est passé d'autres trucs en 91, bien sûr. Il y a eu un match où Macho Man et Warrior ont mis leur carrière en jeu et Macho Man a perdu, donc il a pris une espèce de pseudo-retraite. Il a fait un face turn, donc c'est quand même un truc majeur, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a eu les débuts de la carrière solo de Bret Hart. Alors la Hart Foundation n'a pas splitté, c'est juste que Bret Hart est parti en solo, il n'y a pas eu de rivalité entre Bret et Neidhart. Il est devenu champion intercontinental à SummerSlam, donc début de la carrière solo et premier titre pour Bret Hart. Il y a aussi, et ça on s'en rappelle vraiment pas beaucoup, on n'y pense vraiment pas, les débuts en solo des Rockers, Shawn et Marty Jannetty, Shawn Michaels. Alors ils sont encore en équipe, mais ils luttent aussi en solo en 91, régulièrement. Et ça, on n'y pense pas. Et on a les prémices d'ailleurs du split qui va démarrer dès le début de l'année 92 entre les deux, avec Shawn qui devient un petit peu arrogant, tout ça. Donc là aussi, j'en parlerai. Shawn Michaels tout à l'heure. Voilà. Donc d'une manière générale, c'est une année qui est similaire en termes de produits, en termes d'organisation, dans les shows hebdo, tout ça, j'en ai parlé, avec 90, avec 89 aussi, etc. C'est la dernière année sur ce profil-là. 92 sera différente. Et 91, je dirais que globalement, c'est mieux que 90. En termes de qualité de match, c'est assez kiff-kiff. Par contre, en termes de qualité de booking général et au niveau des segments et des moments, surtout les moments de l'année 91, sont énormes. Ne les ratez pas, je fais un award dessus et vous avez déjà en dessous un lien vers la vidéo, une vidéo où les 3 moments de l'année sont compilés par mes soins. En version longue aussi d'ailleurs, parce que le moment de l'année, beaucoup de gens le connaissent en version courte, là il sera en version longue. Mais ne vous spoilez pas tout de suite, j'en parlerai tout à l'heure. Mais je vais commencer avec mon premier award, qui est surutilisé, surcouché d'année. Qui est un award pas évident à donner en 91 pour une raison toute simple, c'est que, comme je l'ai expliqué, les gros push ne sont pas trop exposés en show hebdo. Donc quelque part, on n'a pas vraiment de gars qui est surutilisé et surcouché en même temps. Bon, donc j'ai mis des surpushés plus que surutilisés en réalité. J'ai mis Hogan numéro 1. Bon, voilà, il fait l'année complète à fond, hein. Il gagne le Rumble, il gagne le titre à WrestleMania, voilà. Il fait les main events de SummerSlam. Sur la Series, il fait un main event, même si c'est pas le dernier match de la soirée, c'est le main event contre le Warrior. Il fait le main event de Tuesday in Texas, qui est un autre pay-per-view. Et puis voilà, c'est la star qui a un gros temps d'antenne, etc. Mais à l'arrivée, même contre Ric Flair, il a un mauvais match.
tous les matchs sont pas bons, la performance au Rumble est pas intéressante, le main event de WrestleMania est pas top. Alors, Slaughter, il est pas dégueu non plus. Slaughter fait une grosse performance individuelle, ce qui sauve l'affaire. Donc, contrairement à 90 où Hogan était déjà une grosse star comme ça, j'ai pas trouvé qu'il était bon, et même en promo, il a pas eu de segment intéressant. En fait, c'est une année blanche quasiment de Hogan, dans le sens où il a été hyper exposé, mais il n'y a rien de qualité qui en est ressorti. Donc, voilà. C'est QFD. Numéro 2, Undertaker. Ça peut être choquant, parce que je sais que l'Undertaker a une grosse cote. Il faut savoir que l'Undertaker en 91, littéralement, c'est pas une blague, hein, c'est un zombie. Voilà, c'est une gimmick de zombie. Donc c'est un mort-vivant qui ne sent pas la douleur et qui étrangle ses adversaires. Et en dehors des étranglements, il fait quasiment aucun move, à part chokeslam, c'est logique, hein, et le tombstone, pile driver. Mais vraiment, il fait aucun autre move. Et il marche à 2 à l'heure, comme un zombie, quoi, hein, il marche à 2 à l'heure, et donc l'autre, il a le temps de fuir ou de faire des trucs, mais à un moment donné, bah, voilà. Non, c'est hallucinant. Alors heureusement, il fait pas beaucoup de matchs importants, donc il est deuxième, mais sinon, il aurait été premier. Bon, ça va aller mieux quand il fera son face turn, parce qu'il fera un espèce de zombie quand même vulnérable un peu, et puis petit à petit, il va s'humaniser et puis devenir un bon lutteur. Enfin, il était déjà un bon lutteur, hein, mais c'est juste qu'il avait une gimmick qui le plombait complètement. Donc numéro 2. Et puis numéro 3, j'ai failli mettre le Warrior, et puis je me suis dit, le Warrior, certes il est pourri, mais mine de rien, il a réussi 2 matchs sur 3, quasiment dans l'année. Le match de Rumble contre Slaughter est très bon. Alors certes, c'est grâce à Slaughter qui fait une performance individuelle super. Et le match de WrestleMania contre Macho Man qui est très bon. Je vais pas dire que c'est grâce à Macho Man, même si c'est plutôt grâce à lui, mais c'est surtout grâce au booking et au côté épique du match que réellement une performance individuelle du Warrior. Donc il fait pas une mauvaise année quelque part, le Warrior, même s'il a été extrêmement casse-couille en backstage, mais je le prends pas en compte dans mon award. Donc je mets troisième, par défaut, General Hamdan et Colonel Mustafa. Alors là, vous allez dire, c'est quoi ça? Ok. En fait, c'est les deux sbires du Sergeant Slaughter. Mine de rien, ils font le main event de SummerSlam. Et oui. Donc voilà. Et bah, ils sont mauvais. Et ils me saoulent. Voilà. Donc je savais pas qui mettre, franchement. Voilà. Ils sont nuls. Et ils font le main event de SummerSlam. Je crois que ça suffit. Hein. Voilà, c'est une bonne justification. Non, il n'y a pas eu gros scandale derrière. Donc voilà. Et comme je vous dis, le Warrior a fait une année correcte. Hein. Je préfère, voilà, je mets des mecs qui vont. On les a peut-être trop vus à Dan et Mustafa par rapport à ce qu'ils valent, quoi, clairement, c'est ça le truc. Voilà, donc les deux sbires. Il, en fait, juste pour rappel, hein, Sergeant Slaughter, c'est un militaire américain qui est sympathisant des Irakiens, donc Adnan et Mustafa sont irakiens, pendant la guerre du Golfe. Donc c'est chaud. J'en parlerai tout à l'heure de ça, mais voilà le rôle des deux. Sous-utilisé, sous-pouché de l'année cette fois-ci, donc sous-estimé entre guillemets, par l'équipe créative. Donc là, je vais aller vite parce que bon, il y en a beaucoup, c'est dur de les classer. J'ai mis un petit peu mes petits kiffs perso qui n'ont pas été utilisés. Donc je mets Haku, donc aussi connu sous le nom de Meng. Troisième, je l'avais déjà mis sur le podium pour 90. C'est un super big man que j'aime beaucoup, un bon brawler. Alors en 90, il était sous-utilisé. Là, en 91, il est carrément pas utilisé. Je sais pas où il est. Alors peut-être qu'il a quitté la fédération. On n'est même pas trop sûr, mais il me semble que non. Enfin bref. Il fait un match à WrestleMania, en plus qui est bon, hein, comme quoi, voilà. Donc, bon. Une grosse déception, on va dire. Jimmy Snuka en numéro 2. Bon, je comprends, hein, il commence à être vieux, Snuka, à ce moment-là. Maintenant, il est quand même encore over, je pense qu'il aurait pu largement faire des bons matchs. Et le peu qu'on voit, il est bon, donc voilà. Et numéro 1, c'est surtout le numéro 1 Pardon, voilà. Commence à avoir faim, en fait, c'est ça le truc. Hein. Bref. Numéro 1, Tito Santana, qui, pour moi, est un des lutteurs les plus sous-estimés de tous les temps. Ouais, c'est peut-être un petit peu tout much de dire ça, mais je pense que c'est l'un des lutteurs, peut-être le meilleur lutteur pour la WWF dans les années 80. Tiens, essayez de voir qui vous pensez, vous, mais je dirais que ça se joue entre lui et Macho Man, moi. Et quand je dis meilleur, c'est pas in kayfabe, c'est le meilleur, le MVP, le mec qui fait le meilleur matos avec ce qu'on lui propose. Donc on lui a moins proposé qu'Hogan, on est d'accord, mais voilà. Je me dis que c'est peut-être lui. À réfléchir, à méditer. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors Tito Santana, il a quand même eu un truc dans l'année 91, c'est on lui a donné la gimmick de El Matador. Donc peut-être qu'il voulait faire un truc avec lui, je sais pas trop. Ça lui a redonné un petit peu d'éclat. Alors bon, petit édito quand même. Bon, heureusement qu'on ne l'a pas vu tuer un taureau. Il est costumé comme un matador. Je peux pas blairer un matador, personnellement. Voilà. Moi, il y a un mec qui vient devant moi et il me dit qu'il est un matador. Je sais pas ce que je fais. Voilà.
quand même, comment la corrida peut exister en 2016? C'est un truc de fou. Donc voilà, petit édito, hein, perso. Bon, je reviens à Tito Santana, donc il a une gimmick de matador, je sais pas s'il était réellement, j'ai pas vu tuer de taureau, donc tout va bien. Euh, voilà, ils ont peut-être voulu leur donner un peu d'éclat et le faire repartir. Il va servir un petit peu en 92 à aider des jeunes à faire des bons matchs, notamment Shawn Michaels à WrestleMania, il a eu un bon match avec eux. Voilà. Mais en 91, il a vraiment très très peu de choses à faire, alors c'est un très bon lutteur, je pense, très sous-estimé. Voilà. Donc bon, je passe sur cet award. Il y avait du monde, j'aurais pu dire Greg Valentine, j'aurais pu dire Power and Glory aussi sur cet award, qui est une bonne équipe, qui n'a pas eu de bons matchs à faire, alors que je pense qu'ils étaient très capables, c'était Paul Roma et Hercules Hernandez. Voilà. Début retour de l'année maintenant. Alors, c'est pas encore, on n'est pas encore entré dans l'époque où la WS soigne les débuts et les retours des lutteurs pour qu'ils arrivent ou reviennent avec un gros momentum. Donc c'est pas la folie à ce niveau-là. Donc numéro 3, je mets IRS, les débuts de IRS, donc c'est le retour de Mike Rotundo en fait, mais les débuts de ce personnage-là. Alors Mike Rotundo, c'est le père de Bray Wyatt, si vous voulez savoir, qui est pas un lutteur forcément extraordinaire, qui a eu cette gimmick d'un contrôleur des impôts quand même mémorable, parce que le mec luttait en costume. Bon, la gimmick, c'est du Vince McMahon tout craché, hein, c'est du pur républicain, c'est-à-dire les impôts, c'est con, donc les contrôleurs des impôts sont des connards, quoi, en gros. Bon, c'est pas la folie, les débuts, c'est surtout pour les petites vignettes qui ont planté un personnage qui est quand même assez mémorable, à défaut d'être vraiment bon. Mine de rien, il va rester longtemps, hein. Vince l'aimait bien, je pense. Sauf que, et d'ailleurs, aujourd'hui, Mac Rotundo est booker, hein, je crois, enfin, il est Road Agent à la WWE. Enfin, en tout cas, il l'était il y a quelques années, je sais pas s'il l'est encore. Donc voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Numéro 2, c'est un peu plus intéressant, c'est les débuts de Sid. Alors Sid, sous le même nom que le nom qu'il avait à la WCW, où il s'était fait un nom durant l'année 91, en mettant pas mal de mecs sur des civières, in kayfabe, hors kayfabe aussi, bon, d'accord. Donc oui, Sid, qui fait ses débuts lorsqu'il est annoncé comme étant l'arbitre du main event de SummerSlam, qui opposera Hogan et Warrior contre Sergeant Slaughter et ses sbires. Et évidemment, avec sa tête de psychopathe et ce que les gens savent de lui, de la WCW, je pense qu'il devait se poser la question, est-ce qu'il va être impartial ou est-ce qu'il va aider Slaughter et ses sbires? Et donc il livre une promo, il y a Slaughter qui est là pour essayer de le mettre dans sa poche, etc. Donc c'est pas mal comme début, je trouve. Et puis enfin, le début de l'année, bon bah celui-là il est évident, c'est Ric Flair. Alors c'est pas un moment en soi, c'est d'abord Bobby Heenan qui sera son manager, qui va se balader avec la Big Gold Belt et qui va dire attention, Ric Flair arrive, le champion du monde et tout. Et puis ensuite Ric Flair arrive, et il s'autoproclame Real World Champion, etc. Voilà, c'est plusieurs moments, mais voilà, c'est quand même énorme en soi et c'est plutôt cool à voir. Bobby Heenan étant un tueur au micro, j'en parlerai tout à l'heure. Allez, award suivant, Newcomer de l'année. Alors, Rookie de l'année, Newcomer de l'année. Bon là, Newcomer ça s'impose parce que le Newcomer de l'année ça va être, je le dis tout de suite, Ric Flair. Donc dire que c'est Rookie de l'année, ça sera un gros foutage de gueule, bien sûr. Donc voilà, c'est Rookie du point de vue de la WWE, en esprit, bref. Donc Ric Flair, qui arrive donc durant l'été, et septembre, puisqu'il arrive sur plusieurs semaines, le temps qu'il se lance, 91, qui reste pas là longtemps, mais sur le peu qu'il a été là, il a quand même eu un énorme impact avec beaucoup de matchs dans le top 20 notamment. Et évidemment tout ce prestige autour de lui, la ceinture et tout. Voilà. Donc c'est quand même big. Ric Flair qui arrive. Très très bon, très bonne première année pour lui, on va dire. Voilà. Deuxième, les Nasty Boys. J'aime beaucoup les Nasty Boys personnellement. Je trouve que c'est une équipe qui est sous-estimée parce que certes ils sont un peu patos dans la ligne dans le sens ils n'ont pas une grosse technique, mais ils se donnent, ils bump, ils sont motivés, ça bouge, c'est cool. Ce sont des bons heels, je pense. Donc moi, je trouve que les matchs des Nasty Boys sont toujours fun. Donc je les mets numéro 2. C'était leur première année à la WWF. Ils avaient eu un très court run à la WCW. Et d'ailleurs, ils font leur début avec la même gimmick, les mêmes noms qu'à la WCW. Alors, je sais pas si la WCW leur avait donné ces noms-là ou si c'est des noms qu'ils avaient dans d'autres territoires avant. J'ai pas vérifié pour la vidéo, je vais juste y penser en fait. Et puis donc numéro 3, j'ai mis Virgil. Alors c'est contestable, hein, ses débuts, parce qu'il est là depuis longtemps. Mais il était là, en fait, en tant que garde du corps et valet de Ted DiBiase. Et en 91, il va faire son face turn, qui va lui donner un énorme momentum, et il va démarrer sa carrière solo. Malheureusement, il n'avait pas le talent pour, que ce soit au micro ou dans le ring, pour faire capitaliser ce momentum lié à son face turn. Donc voilà. Donc bon. Et puis bon, vu qu'ils ont vu qu'il n'était pas très bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait perdre contre DiBiase, donc ça ruine un peu l'affaire. Mais en même temps, voilà, faut pas déconner. DiBiase, c'est quand même au-dessus. Sinon, dans les rookies de l'année, juste pour l'anecdote, il y avait The Skinner,
Donc c'est Steve Kern, c'était un ancien bon lutteur qui avait une gimmick, c'est un chasseur d'alligators, je crois, tout dégueulasse des bayous de la Louisiane, donc un truc un peu pourri. Il y avait The Berserker, donc c'est une espèce de tentative de faire un copier-coller de Bruiser Brody, mais complètement raté. Il y avait Sid, mais Sid, donc Sid Justice, qui a presque pas eu de match à faire. Je sais pas s'il était là, peut-être qu'il était blessé, je sais pas. Il y avait les Beverly Brothers, c'était une équipe qui arrivait très tard dans l'année, donc j'ai pas vraiment pu voir, voilà, bon, c'est pas fait grand chose, mais pas mal. Et puis IRS, donc, qui est pas mal, mais là aussi, il a pas fait vraiment de très bons matchs, donc rien de folichon. Voilà. On va passer à la suite. Alors attendez. Donc, meilleur lutteur en segment maintenant. Voilà, en promo, etc. Bref. Alors là, il y a du lourd. Il y a du lourd, parce que mine de rien, on a Hogan, qui est pas mal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas vraiment eu grand chose à faire, et il n'a pas été très bon, en fait, en segment, finalement. Il y a Roddy Piper, quand même, qui est un tueur, mais là aussi, il manque de matos. DiBiase, qui, hormis la rivalité avec Virgil, n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, et voilà. Il y a Ric Flair, quand même. Il arrive peut-être un peu tard pour vraiment être super. Du coup, sur le podium, j'ai décidé de mettre troisième Randy Savage, qui, mine de rien, a été exceptionnel sur ce qui, je commence à spoiler un petit peu, ce qui reste comme pour moi les deux meilleurs moments de l'année 91, et comme ce sont deux grosses tueries, j'ai pris ça en compte. Mais même en heel, au début de l'année, il était cool aussi et tout, donc voilà. Super année de Randy Savage à ce niveau-là. Deuxième, j'ai mis Bobby Heenan. Alors Bobby Heenan, c'est un peu pipé parce que c'est un commentateur aussi. Il est commentateur et manager. Donc j'ai essayé de me dire, allez, je prends juste en compte ce qu'il a fait en tant que manager, mais bon, inconsciemment, je dois aussi prendre en compte ce qu'il fait en commentateur, quoi. Après, Bobby Heenan, c'est un tueur, c'est comme Jerry Lawler, tu lui files un micro, il est en impro, il fait un truc génial. Il a toujours une phrase, un truc qui fait mouche, un manager. Et avec l'arrivée de Ric Flair, là, il a eu pas mal de trucs à faire aussi, donc il a été assez mis en avant, il était cool. Et puis alors, numéro 1, bien au-dessus quand même, en ce qui me concerne, Jake Roberts, qui était déjà le meilleur au micro de l'année 90, alors qu'il était face. Or, là où Jake Roberts prend toute sa dimension, c'est quand il est heel. Et Jake Roberts en heel, en 91 il fait un heel turn, c'est énorme ici, c'est génial, il est vraiment énorme. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure quand je parlerai des moments de l'année, quand je parlerai de rivalité de l'année. Mais voilà, pour moi c'est incontestable, il est énormissime au micro, il donne une profondeur et un côté, voilà, un côté vraiment glauque à son personnage, un côté vraiment comme ça sick, un mec taré quoi, psychopathe, vraiment qui est énorme. Et je pense que le fait qu'il soit bien crassou aussi, alcoolique et drogué en backstage, ça a permis de rendre aussi quelque chose de crasse et de sale sur l'écran. Et franchement, c'est un heel d'anthologie. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, plus grosse progression de l'année. Maintenant. Alors, je vais mettre numéro 3, Shawn Michaels. Alors, ça peut paraître surprenant parce qu'on se dit, ouais, sa progression, Shawn Michaels, c'est surtout en 92, où il démarre en temporal break-kid et tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'oublie, mais les Rockers, donc que ce soit Jannetty ou Shawn, ont lutté pas mal en solo en 91. Et donc déjà, voilà, il a pu montrer quelques progressions à ce niveau-là. Je dirais qu'en 91, c'est la première année où on commence à voir aussi que Shawn est meilleur que Jannetty. Ça se voyait vraiment pas avant, c'est difficile à voir avant. Là, ça commence à se voir, notamment au micro, notamment dans l'attitude. Et surtout à la fin de l'année où il va commencer à donner quelque chose d'arrogant, etc. Et franchement, sur les 3 derniers mois, on peut commencer franchement à dire, ouais, Shawn Michaels, c'est un gros potentiel. Donc ça montre qu'il a progressé, puisqu'il a progressé au point de montrer qu'il y avait plus chez lui que chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, pourquoi je le mets troisième. Numéro 2, j'ai mis Jake the Snake. Alors ça peut paraître surprenant, parce que Jake the Snake en fin de carrière, quand même, à peu près, en 91. Sauf que, comme je viens de le dire, il fait un heel turn et il invente un personnage qui est tellement génial. Mais tellement génial. Voilà, il développe un personnage qui donne toute une dimension supplémentaire à son personnage. Donc ça, c'est une progression, en fait. Je prends tout type de progression, en fait, là-dedans. Donc le développement d'un personnage de heel qui est génial. J'en parlerai un peu plus encore une fois tout à l'heure, je le répète. Mais j'annonce que c'est un de mes heels préférés. Donc, voilà. Et enfin, numéro 1, c'est assez facile à deviner, c'est Bret Hart, puisqu'il démarre sa carrière solo, et que, comme pour Shawn Michaels, on voit tout le côté potentiel et qualité, tout ça, il fait de bonnes promos, et surtout, il devient très populaire, et gagne ses premiers titres. Donc lui, il a une progression tant dans le ring, qu'au niveau de son personnage, enfin, voilà, de ses skills au niveau promo.
qu'au niveau place dans la hiérarchie, etc., qu'au niveau popularité. Donc il a la progression sur un peu tous les tableaux, et c'est la première pierre à l'édifice qui va pouvoir commencer à construire de façon très très nette à partir de 92, où Bret Hart va devenir vraiment important à partir de 92. 91 c'est le démarrage, mais c'est déjà une très très bonne année pour lui, avec une très grosse progression donc, par rapport à ce qu'il pouvait faire avant en équipe, surtout en équipe. Voilà. Ensuite, donc pay-per-view ou show de l'année. Alors, show de l'année, parce que je prends aussi en compte les Saturday Night Main Event ici, puisqu'il n'y a que 4 pay-per-view par an, donc on pourrait très bien avoir un show qui n'est pas un pay-per-view qui pourrait se glisser sur le podium. Donc, c'est quand même 3 pay-per-view sur le podium. Troisième, WrestleMania. WrestleMania, c'est pas un très grand WrestleMania. Il n'y a pas beaucoup de vrais grands matchs, mais il y a une saveur, en fait. C'est ça que je voulais dire. Il y a un truc. C'est-à-dire qu'il y a de l'ambiance, il y a un moment extraordinaire avec le face turn de Randy Savage, il y a la prise de titre de Hogan, les publics mouraient d'envie de voir Slaughter perdre, par exemple. Voilà, donc il y a des trucs, les storylines étaient pas mal, bon, voilà, il y a quelque chose, donc je le mets quand même troisième, malgré que ce soit pas un très bon WrestleMania en soi. Deuxième, c'est pas non plus une tuerie, SummerSlam, au Madison Square Garden, donc il y a une grosse ambiance. Bon, le main event est pourri, hein, c'est Hogan et Warrior contre Slaughter et ses sbires. Mais voilà, je trouve que ça passe encore. Et il y a d'autres matchs qui, sur le papier, s'annonçaient quand même un peu moisis et qui ont été pas si mauvais que ça, notamment Legion of Doom, Nasty Boys, par exemple. Et puis donc, il y a le très bon match entre Bret Hart et Mr. Perfect qui, à lui seul, je dirais, donne de l'intérêt à ce pay-per-view. Et puis là encore, il y a vraiment une ambiance particulière, il y avait quelque chose. Donc c'est quand même un bon pay-per-view. Le vrai seul très bon pay-per-view de l'année, c'est le Royal Rumble. Comme en 90, c'est le pay-per-view de l'année, mais contrairement à 90, c'est pas grâce au Rumble match. Cette fois-ci, c'est grâce à l'Undercard. Le Rumble match est pourri en 91. En fait, c'est 1 heure de mecs qui rentrent et qui sortent. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ils ont rien prévu au niveau booking, a priori. Enfin, ils ont dû dire, ouais, tu rentres à tel moment et tu sors à tel moment, et c'est tout. Il n'y a rien. Par contre, l'Undercard est super. On a un très bon match, enfin, ce qui est pour moi le match de l'année, entre les Rockers et les Orient Express, par équipe. Hogan, Big Boss Man contre The Barbarian, qui est un très bon match surprenant, un brawl. On a le match qui occasionne le face turn de Virgil, donc un énorme moment de l'année. On a un très bon Warrior slash Slaughter avec Slaughter qui fait une performance individuelle de fou dans ce match où il a le drapeau américain dans la bouche et il se fait balancer de partout et tout. Et finalement, il gagne le match et ça fait une hit dégueulasse et tout, c'est génial. Donc voilà, tout ça, ça rend le show vraiment intéressant. Donc, j'aime beaucoup ce pay-per-view et c'est vraiment dommage que le Rumble match soit pourri parce que ça aurait pu être un des meilleurs pay-per-view de tous les temps, potentiellement. Et oui. Voilà. Bon. Je dirais que si vous voulez vous en faire un, faites-vous Royal Rumble et à la limite, regardez le Rumble match en avance rapide, comme ça vous aurez une vue aussi du roster de l'époque. Voilà. Ensuite, feud, storyline, rivalité de l'année. Alors, je vais les détailler, je vais les expliquer. D'abord, il y a une rivalité qui a été complètement ratée. Je voulais commencer par là. C'est la rivalité Flair-Hogan. Ils avaient de l'or en barre. Le mec qui s'autoproclame Real World Champion contre le champion. Et ils l'ont pas fait. Ils ont pas été dessus. Alors, a priori, j'ai cru, voilà. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait parce qu'Hogan ne voulait pas perdre, machin, truc. Bon, voilà. Mais c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment de l'or entre les mains avec ça, quoi. C'était le super grand match. C'est ça qu'aurait dû être le main event de WrestleMania 8. D'ailleurs, ce ne sera pas le cas. Donc ça a été raté, et il y avait vraiment un truc super à faire. Alors autrement, les 3 rivalités de l'année sont très bonnes. Il y a Sergeant Slaughter, donc je répète, militaire américain sympathisant des Irakiens en pleine guerre du Golfe, un truc hyper limite aux États-Unis. D'ailleurs, il y aurait eu des rumeurs qu'on pouvait avoir eu des menaces de mort et tout ça. Honnêtement, si WrestleMania avait eu lieu au Texas, ça aurait pu être chaud pour sa gueule. Bon, ils sont pas cons, ils ont été faire ça dans un coin un peu plus tempéré. Bon, la rivalité en soi, elle n'est pas géniale. Mais moi, j'adore le fait que c'est chaud, quoi. C'est limite. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu, politiquement incorrect. Et j'adore la hit qu'il prend quand il gagne le titre contre le Warrior. C'est génial. Il en a chié, il s'est fait défoncer, mais en fait, le Warrior a perdu à cause de Macho Man. Ce qui me permet de parler de la deuxième rivalité de l'année, la deuxième meilleure rivalité de l'année. Donc, Macho Man Randy Savage contre l'Ultimate Warrior. Je vous la résume parce qu'elle est vraiment cool. En fait, je vais vous résumer toute l'année de Savage, puisque la numéro 1, ce sera Jake the Snake Roberts contre Randy Savage. Comme ça, c'est bon. Donc, je vous résume l'année de Savage, qui est une année énorme. Vous voulez mettre un mec en orbite au niveau de la popularité, vous faites ce que la WWE a fait avec Savage cette année-là. Il démarre heel,
Savage, et c'est un heel qui veut un match par équipe contre le Warrior. Donc il fait chier le Warrior, il le provoque, que ce soit au micro, etc. Bref, le Warrior dit non. Il dit non, 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 non. Donc Savage envoie aussi sa compagne Inkefave, son valet, etc. Sherry Martel, essayer de draguer le Warrior et tout ça, ça se passe au Royal Rumble. Et le Warrior dit non, donc il en a marre, donc il dit ok, moi je vais lui faire perdre ce titre à ce connard. Donc il lui fait perdre le titre au Royal Rumble, dans un très bon match, je répète, avec une très bonne intervention de Savage. Du coup, le Warrior n'étant plus champion, là, il veut affronter Savage. Il dit putain, enculé, tu m'as fait perdre le titre. Là, je vais t'affronter. Tu veux m'affronter, y a pas de souci maintenant. Et Savage, en gros, il dit bah non, moi je voulais t'affronter pour le titre. T'as pas voulu, je veux pas t'affronter. Vous voyez bien le délire. Donc ça escalade comme ça, et on arrive à un point où, en fait, ils vont finir par s'affronter avec leur carrière en jeu à WrestleMania. C'est celui qui perd, il prend sa retraite. Il faut se remettre en contexte. À l'époque, les prises de retraite, c'était vraiment pris au sérieux. Le kayfabe était beaucoup plus sérieux qu'aujourd'hui. Donc on se dit, putain quoi, Savage ou Warrior va prendre sa retraite. Imaginez le truc. Donc Savage perd, donc il prend sa retraite, et comme il prend sa retraite, c'est la merde pour sa manageuse, valet et compagne, Sherry Martel, Inkefave, je précise, qui est pas contente du coup, et qui se met à frapper Savage à la fin du match, qui est encore un peu dans les pommes du fait de s'être pris comme une branlée par le Warrior. Et donc là, il y a Miss Elizabeth, son ex-compagne, et quand il était face, etc., qui est dans les gradins, qui vient le sauver, et puis réconciliation, gros face turn de fou, avec le public qui pleure, mais vraiment, il y a plein de gens qui pleurent pour ce face turn incroyable. Moi-même, plusieurs fois, quand j'ai regardé ce face turn, j'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire, franchement. C'est vraiment bien mené. Savage est tellement un showman, il y a un truc étonnant. Donc face turn de fou, mais face turn sur un gars qui a la retraite. Donc ça sert à rien. Okay. Ça sert à rien, pas tout à fait. Donc ça, c'est la fin de la rivalité avec le Warrior. Donc déjà, c'est génial. D'où la place de numéro 2. Mais attendez, le mieux reste à venir. La rivalité qui suit, elle est énormissime avec Jake the Snake Roberts. Donc en fait, ensuite, il est à la retraite. Mais on continue à le voir à l'écran. On va le voir faire une demande de mariage. Elisabeth qui accepte, qui prépare leur mariage, etc. On les voit en train de préparer leur mariage. Il y a tout un tas de vignettes. Et automatiquement, ça crée... automatiquement, c'était pas forcément évident. Jake the Snake Roberts, lui, va dire, en gros, va faire des promos pour foutre la gueule de Savage et dire, mais c'est quoi ce mec? C'est pipi caca, c'est de l'eau de rose, il est complètement pourri, voilà. Il commence à devenir heel comme ça, à se foutre de sa gueule. Et au SummerSlam, donc, où on voit le mariage entre Savage et Elizabeth, on les voit en train d'ouvrir leur cadeau de mariage, et ils ouvrent un cadeau, il y a un serpent dedans, etc. Et puis il y a Jake Roberts qui l'attaque, etc. Donc début de la rivalité avec Roberts de façon nette. Et donc il continue à se foutre de sa gueule, à dire que c'est une merde, voilà, c'est une fiotte, en gros c'est ça. Son argument principal c'est t'es une fiotte. Donc voilà, donc ça, en plus ce qui est bien c'est que ça joue avec la gimmick de macho man, quoi. C'est ça qui est bien. Et puis bon, Jake Roberts au micro en heel c'est un tueur, donc déjà la rivalité elle est déjà à un niveau de fou. Et ils vont faire monter le truc encore plus loin parce que l'idée c'est que comme Macho Man est à la retraite, Roberts peut y aller franco, l'autre il peut rien lui faire, il peut pas l'affronter. Donc il le nargue, il le pourrit, il dit des trucs super limites et litigieux et vraiment chaud sur Elisabeth, sa compagne, donc ça monte, ça monte. Du coup Savage commence à demander au public de faire une pétition et pour être réintégré à la WWE pour pouvoir affronter Jake Roberts. Piper le soutient, etc. Donc il y a tout un truc, allez, appeler la hotline surtaxée pour faire pression sur le président. Voilà. Le président Inkefab, c'était Jack Tunney d'ailleurs. Qui Jack Tunney, Inkefab, le vrai président c'est Vince McMahon. Mais donc Inkefab à l'écran, c'était Jack Tunney qui disait non, 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 il a pris sa retraite, il a perdu son match, je respecte le contrat, machin. Donc voilà, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au segment de fou. L'attaque au serpent. Et oui, Jake Roberts, qui jusque-là se baladait avec un serpent, bon, tout le monde le sait, il s'en était jamais vraiment servi, son serpent, il attaque avec son serpent Macho Man, et donc ce Macho Man se fait mordre et tout, un segment de fou, j'en reparlais tout à l'heure dans les moments de l'année, qui du coup déclenche, ok, alors là ça a été trop loin, je réintroduis Randy Savage, et vous allez vous affronter. Malheureusement le match n'est pas à la hauteur de la rivalité, mais moi je prends en compte la rivalité, ça a l'air vraiment comment ils ont réussi à mettre un max de momentum, un max d'intérêt sur un match, et ça, cette rivalité, elle est exceptionnelle à ce niveau-là. C'est vraiment dommage que les matchs ne sont pas à la hauteur, mais voilà, c'est une des meilleures rivalités de tous les temps, je pense, en termes vraiment de segments et de construction. Et ça a mis Savage en orbite au niveau popularité. Je me pose la question s'il n'est pas plus populaire que Hogan à la fin de l'année, vraiment. C'est vraiment hyper impressionnant. Il a été mis en orbite totale. Voilà. Alors je continue avec mon spécial award, mon award un peu, voilà, où
peux parler d'un peu ce que je veux, c'est ouvert. Eh bien, je vais le donner à Jake the Snake Roberts en heel. C'est-à-dire vraiment, je voulais insister ici sur le personnage de Jake the Snake Roberts et le fait qu'elle lui ait laissé une certaine liberté pour y aller franco de son personnage qui est juste génial. C'est un heel qui est glauquissime, qui est limite vraiment pur psychopathe, et je pense que comme le mec était glauque en backstage, il était autant glauque à l'écran, il a fait des promos de fou, et puis il y a ce segment où il y a la fin du segment avec l'attaque au serpent, il y a cette image qui me reste comme peut-être là, honnêtement, hein, c'est pas souvent qu'on pense à ça, mais une des images pour moi les plus géniales de l'histoire du catch, où tu as le serpent de Jake the Snake comme ça qui se relève, comme ça, l'espèce de King Cobra, et Jake qui est devant comme ça en train de regarder son serpent avec un sourire mais de psychopathe et tout, mais tu te dis, il est taré le mec, il est taré. Cette image est géniale. Regardez, c'est la dernière image du moment de l'année. Je spoil, ce sera mon moment de l'année, l'attaque au serpent. Mais voilà, j'adore ce personnage, et c'est un personnage qui était très influent ensuite pour d'autres lutteurs. Personne n'a réussi à atteindre la quintessence comme Jake à cette époque-là, mais je pense que Steve Austin a récupéré quelques trucs de ce personnage. Raven, bien sûr, la ECW et WCW, a repris un peu de son personnage, etc. Voilà. Et c'est la première fois, je pense, qu'on avait un heel avec cette saveur-là. C'était presque un heel parmi les heels, quoi. C'est-à-dire que même les heels, à l'époque, ils pouvaient pas s'associer à un mec comme ça. C'était vraiment, voilà, un truc de fou. Donc, j'adore ce personnage, donc je voulais insister un peu plus avec mon award spécial. Le personnage de Jake the Snake Roberts en mid. Alors, ensuite, match de l'année. Avant d'attaquer peut-être les awards les plus intéressants, je pense. Voilà. Alors, match de l'année, bon, juste je vais revenir sur le podium parce que beaucoup de gens mettraient en match de l'année, je pense, Bret Hart Perfect. Je l'ai revu, j'étais un peu déçu. C'est vrai que c'est un bon match, c'est pas non plus une daube, hein, bien sûr. Je lui mets un petit 3-3 quarts, mais c'est vraiment en dessous du match de King of the Ring 93, je pense. Et c'est surtout un peu trop simple, comme structure et comme déroulement, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, tout est bien fait, donc on peut pas non plus dire que c'est de la merde, mais voilà, je pense que c'est un match surévalué. Voilà, donc moi je préfère nettement, vraiment, le match entre les Rockers et Orient Express, là qui a un gros 3-3 quarts, quasiment 4 étoiles, qui est un match par équipe sans intérêt, enfin sans enjeu direct, mais qui est un très bon match par équipe, peut-être un petit peu long, ouais, mais c'est vraiment un super match par équipe au Royal Rumble. Et puis numéro 3, le Randy Savage Ultimate Warrior, qui en soi n'était pas un super match, mais du fait de la stipulation carrière contre carrière. Et je prends en compte aussi ce qui s'est passé après le match dans la note et tout ce côté épique comme ça derrière, c'est quand même un truc vraiment fort. Donc voilà, un petit peu mon podium. Sinon, c'est vrai que c'est pas une année extraordinaire en termes de match, mais enfin, bon, quand je regarde les matchs du bas du classement, c'est pas non plus des daubes, ça se laisse regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne sur un match en particulier ou quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir sur ce top 20 si vous le souhaitez. Voilà. Alors ensuite, équipe de l'année. Alors, 91, c'est un peu la dernière année où on a un gros vivier d'équipes. J'en parlais ne serait-ce que dans la vidéo dernière sur l'année 90 à WCW, et même j'en avais parlé dans la vidéo 90 à WWF. On est dans une époque où on a beaucoup d'équipes, on a une vraie division par équipe. Le mot division ici, il n'est pas galvaudé. C'est une vraie division avec du monde. C'est la dernière année comme ça, et on sent la décrépitude un petit peu au fur et à mesure de l'année avec beaucoup d'équipes de qualité qui vont partir ou qui vont splitter et qui ne seront pas vraiment remplacées. Lara Foundation, Demolition par exemple. Et d'autres équipes qui ne vont pas être utilisées malheureusement. Power and Glory, Orient Express. On fait un super match au Royal Rumble, mais c'est leur seul bon match à faire. Et à côté de ça, des équipes un peu pourries. Beverly Brothers, c'est quand même pas le même niveau. Legion of Doom, même s'ils sont hyper cotés, moi je trouve que c'est pas très bon. Dans une bonne mesure, les Nasty Boys, même si je les aime bien, c'est pas non plus la folie. Voilà. Donc ça fait un podium qui est mi-fille, mi-raisin quand même. Alors, troisième, j'ai mis Legion of Doom, donc les Road Warriors, Hawk et Animal. Bon, moi je vous répète, je les aime pas trop. Je trouve que c'est un peu l'équivalent de Hogan et Warrior en équipe. C'est un gros push, un gros physique, et ce côté je nocelle à longueur de temps, surtout Hawk. Alors, le problème, moi je déteste Hawk en fait, personnellement. Animal, j'ai rien contre lui. J'aime bien leur finisher. J'aime bien l'idée que voilà, ce soit des gros badass et tout, mais je trouve qu'ils ont eu énormément d'opportunités de faire des grands matchs, ils en ont saisi très peu. Et surtout, je déteste Hawk parce que c'est un gars qui fait des nocelles à longueur de temps.
Il fait des putains de nocelles. Mais vraiment, il décide tout d'un coup, tiens, je vais pas vendre ce coup-là. Et son run au Japon, à la New Japan, il est ignoble dans le genre. Parce qu'autant à la WWE, tu fais un nocelle, c'est presque intégré au produit, quoi. Le face, il est fort et le heel, il est nul. Mais au Japon, ça passe pas. Et il a eu un run au Japon qui est ignoble, et c'est vrai que du coup, j'ai un peu de mal avec lui aujourd'hui. Donc bon, voilà. Donc ils sont troisième quand même, mais du coup, un peu par défaut, on comprend. Deuxième, les Nasty Boys. Je répète que je les aime bien. C'est une équipe fun, c'est une équipe qui se donne, c'est des mecs qui bum comme des débiles. C'est vrai que c'est un peu brouillon ce qu'ils font, mais à la limite, ça va avec leur gimmick, quoi. Donc bon, je les aime bien. Et puis numéro 1, largement, comme en 90, les Rockers, ils étaient élus équipe de l'année en 90, devant des bonnes équipes comme Art Foundation. Évidemment, là, il y a moins de concurrence, mais ils sont encore équipe de l'année, nettement. Voilà. Et puis enfin, donc, pas mon dernier award, lutteur de l'année maintenant. Donc, alors, lutteur de l'année, alors, 91, oui. En fait, moi, juste pour dire, mes awards, j'y réfléchis beaucoup. J'essaie de vraiment avoir des awards qui me paraissent, en quels je sois vraiment convaincu et qui me paraissent vraiment pertinents. C'est-à-dire pas balancer l'award, tiens, ça me fait plaisir, bah, tiens. Voilà. Et alors là, du coup, j'avoue que je me suis pris la tête pour 91, pour le lutteur de l'année, parce que, honnêtement, tu veux mettre qui? Réfléchissez-y, juste 2 secondes. Alors attends. Macho Man, ah bah non, il ne peut pas puisqu'il il est à la retraite plus ou moins quasiment toute l'année. DiBiase, c'était le lutteur de l'année 90, il fait quoi? Bah en dehors des matchs contre Virgil, il fait pas grand chose. Mr. Perfect, pas mal ça, ouais, sauf qu'il fait que la moitié de l'année. Il est plus là après ce SummerSlam, mais même avant ce SummerSlam, on le voit plus beaucoup parce qu'il est déjà blessé en fait. Bon, Hogan, certes, c'est un gros push, mais il est pas bon. Putain, quoi. C'est chaud. Et du coup, bah, tu mets qui? Tu mets Bret Hart. Et oui, Bret Hart, lutteur d'année en 91, déjà. Et en même temps, alors, ça me fait chier parce que forcément, je vais passer pour un fanboy et quand je vais le mettre lutteur d'année au bout de la deuxième ou la troisième fois, les gens vont dire ah, c'est bon, tu me saoules avec Bret Hart. Tu l'as déjà mis en 91. Là, mais en même temps, tu veux mettre qui? Je me retrouve à mettre Bret Hart lutteur d'année en 91, ça m'embête parce que quelque part, je sais que je vais le mettre lutteur d'année d'autres années. Donc j'aimerais bien mettre un autre mec. Mais tu veux mettre qui? Tu veux mettre qui? Il n'y a que lui qui fait l'année complète en solo avec de la qualité. Il n'y a que lui. Alors voilà, après il y a Shawn Michaels qui est très bien aussi, quand même, je voulais signaler. En équipe, il est le meilleur lutteur de la meilleure équipe, plus des bons matchs en solo. Je vais le mettre troisième, Shawn Michaels, parce que bon, c'est l'alchimie d'équipe avec Jannetty quand même qui fait la différence. Bon, voilà. Et du coup, deuxième, je vais quand même mettre DiBiase. Bon, ça m'embête un peu, mais voilà, il a plusieurs matchs dans le top 20, il est très bon au micro, et il a quand même eu le mérite d'avoir des bons matchs avec Virgil, qui est quand même vraiment pas bon. Donc, on peut lui donner pour ça. Mais c'est vraiment un podium de lutteur d'année ultra par défaut, quoi. Tout le podium, et en particulier le numéro 1. Parce que Bret Hart lutteur d'année en 91, voilà. Il n'a pas fait non plus des grands choses. Enfin, c'est pas encore Bret Hart à plein pot, quoi. Donc bon. Voilà un peu. C'est un podium par défaut, mais en même temps, voilà. Vous voulez mettre qui? C'est une question que je pose ouvertement. Hein. S'il y en a qui ont des idées, je vous écoute. Parce que là, c'est compliqué. Là, je peux vous dire, j'ai même envisagé Jake the Snake, alors qu'il n'a pas vraiment eu de bon match, mais juste parce qu'il était génial au micro, ou même Tito Santana, ou même Ric Flair. Il fait que 3 mois, mais 3-4 mois, mais il est super. Pourquoi pas? C'est chaud, hein, mais mettre un mec 3 mois, qui est resté 3 mois dans l'année, lutteur de l'année, c'est un peu. Voilà. Donc bon. Voilà. Et puis enfin, moment de l'année. Alors, je vais expliquer les 3 moments de l'année, comme ça vous allez pouvoir aller les voir avec tout ce qu'il vous faut pour pouvoir les kiffer au maximum. Avant quand même de parler de ces 3 moments de l'année-là, quelques autres moments qui ont été super bons et qui ne sont pas dans les moments de l'année parce qu'on a un podium hyper fort en 91. On a les débuts de Ric Flair avec surtout le moment où Heyman arrive pour la première fois avec la ceinture de champion de WWE. Ça sort de nulle part, le truc c'est quoi? Waouh! Et tout. Il y a le moment où Slaughter est devenu champion, comme je dis, avec la heel hit énorme que ça a occasionné, qui était vraiment kiffante. Et puis il y a un moment de l'année aussi que je voulais aborder rapidement. Il y a eu un segment qui est quand même super osé quelque part. Même si, bon, à l'époque, je pense que les défenseurs des animaux la ramenaient moins qu'aujourd'hui. Bon, ceci dit, ils en fait partie. Moi, c'est peut-être pour ça aussi que le truc m'a frappé, mais il y a eu un match entre Earthquake et Jake the Snake, où à la fin du match, Earthquake, donc c'est John Tenta, hein, c'est un super heavyweight, c'est grosso modo Mark Henry, dans le gabarit, mais blanc, avec une barbe. En gros, Earthquake, il fait son finisher, qui est donc un splash, sur le serpent, enfin sur le sac qui contient, soi-disant, le serpent de Jake the Snake. Et c'est assez choquant. Hein. T'as les gens dans le public qui ont l'air outrés, quoi. Voilà, donc j'ai trouvé ça frappant. Voilà, donc c'est peut-être mon côté, comme je disais, un peu défenseur des animaux ou quelque chose, mais
Ouais, je trouve que c'était un peu osé, quoi. Mine de rien, entre le personnage de Jake the Snake, Sergeant Slaughter, qui est quand même super chaud, et ça, on a l'impression qu'ils essayaient quand même d'aller chercher le public un peu plus, voilà, un peu plus loin, quoi, dans l'année. Voilà. Puis alors, les 3 moments de l'année, c'est quand même un degré au-dessus. Le Faceturn de Virgil en numéro 3. Donc, grosso modo, je vais vous résumer le truc. Virgil est en équipe avec DiBiase contre Dusty et Dustin Rhodes. C'est d'ailleurs en passant le dernier match en solo de Dusty Rhodes télévisé. Je dis télévisé parce que je sais pas trop. Dustin Rhodes c'est Goldust d'ailleurs, tout jeune, tout rookie à ce moment-là. Et à un moment donné, Virgil par inadvertance frappe son boss. Du coup, DiBiase lui met une branlée, il le jette à l'extérieur du ring, il se démerde tout seul pour gagner le match et il gagne en plus. Et donc après, il fait une promo, viens non, mon esclave, là, toi, espèce de boulet là, qui m'a frappé, viens nous mettre la ceinture. Voilà, donc t'as Virgil qui est au bord du ring, qui est là en train de se tenir, qui s'est pris une droite. Il est là, oh putain, il commence à me faire chier, mon patron. Et tu sens le face turn, mais tu crois à un moment donné que finalement il va pas avoir lieu. Et d'ailleurs, Piper est génial au micro, là, en même temps, il est commentateur du pay-per-view. Et c'est un super face turn, et moi j'adore le moment où il met le coup, et il regarde le public avec un air à la fois soulagé et haineux et tout, et il y a vraiment une pop superbe, c'est un très très beau face turn. Ça a mis un momentum de malade sur Virgil, malheureusement. Le lutteur était juste pas suffisamment bon, que ce soit au micro, dans le charisme, ou in-ring, pour pouvoir capitaliser dessus. D'ailleurs, ils l'ont mis Piper dans les pattes, pour qu'il parle à sa place, quoi, mais même avec ça, ça ne pouvait pas marcher. Ouais. Et donc, moment de l'année, alors j'ai pas mal hésité entre le numéro 1 et le numéro 2. Bon, j'ai mis numéro 2, le Farewell and Goodbye de Savage à WrestleMania, où il fait un face turn, dont j'en ai parlé tout à l'heure, qui est juste incroyable. C'est un moment hallucinant. Il y a une phrase de Bobby Heenan qui est au commentaire sur le match qui résume le truc. Il dit This is better than Love Story. C'est ça. J'ai pas pleuré en regardant Love Story, et j'ai pleuré en regardant ce segment. Voilà, c'est ça. Et alors j'ai aussi, bon, on voit plein de gens dans le public en train de pleurer. C'est cucu, hein, quelque part, mais c'est tellement bien fait. Et puis Macho Man est tellement bon, quoi. C'est tellement bon. Et ça met tellement le mec en orbite au niveau de sa popularité. C'est vraiment un segment mythique. Vraiment mythique. Mais bon, je peux pas m'empêcher de mettre numéro 1 quand même le segment de mec. Voilà. Voilà, on va pas mettre un truc à l'eau de rose numéro 1. Non, mais c'est pas pour ça, c'est un segment que j'adore, donc l'attaque au serpent de Jake the Snake. Alors, je le mets en version longue dans la vidéo que je vous propose. Peu de gens l'ont vu en version longue. Je vous le dis, ce segment a été diffusé et rediffusé dans plein de trucs. En version courte, c'est-à-dire le moment où Macho Man arrive, il se fait taper et clac, attaque au serpent. Où il se fait mordre, machin. Mais moi j'adore tout ce qu'il y a juste avant. C'est-à-dire qu'en fait ça découle d'un match entre Jake the Snake et un jobber. Le jobber c'est des mecs en slip, on connaît même pas leur nom, ils se font défoncer en 2 minutes. Bon, ça sert juste à parler d'actualité du mec qui est connu. Donc voilà. Et Macho Man est au micro, enfin au commentaire avec Piper et Vince. Vince McMahon qui était commentateur à l'époque, à l'écran et président derrière le rideau. Quoi. Enfin, bref. Et Jake the Snake le voit à la table des commentateurs, donc il finit son match, il prend un micro et il le nargue un petit peu comme ce que je vous racontais. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette couleur d'accoutrement? T'es habillé en rose, qu'est-ce que tu fous? Et puis t'es à côté d'un mec qui est en jupe, parce qu'il est à côté de Piper, l'écossais avec son kilt, etc. Il est génial le micro, hein, Jake the Snake. Donc l'autre, Macho Man, il prend bien le soin de se placer par rapport à la caméra, tu vois juste sa bouche parce qu'il a des lunettes et le chapeau. Comme ça, il est là, avec sa bouche en train de... Tu sens que ça boue derrière et tout. T'as Piper qui dit « Reste calme, macho » et tout, et tout. Et l'autre, il commence à bouillir, et l'autre, il continue sur le ring et tout. C'est génial, ça. Puis il arrive au ring, il dit à Piper « Je vais juste m'approcher ». Et en fait, il peut pas se retenir, il y va et tout, et c'est génial. Le seul truc que j'aime pas dans ce segment, c'est Piper. Honnêtement, j'adore Piper, mais dans le segment, quand il vient dans le ring et qu'il frappe les médecins pour faire sortir Macho, je trouve que c'est too much. Mais bon, c'est anecdotique. Moi, alors, à côté de ça, Jake the Snake, il est psychopathe dans ce segment, mais tellement génial. Il y a donc cette image à la fin. J'adore ce segment. Parlez-moi-en de ce segment, allez-y, commentez. Ceux qui connaissent pas, qui vont le voir là pour la première fois, vous allez forcément avoir un truc à dire, c'est pas possible. Donc voilà, donc réagissez à tout ça, réagissez à cette vidéo, et puis posez-moi des questions si vous en avez, sinon, eh bien, à la prochaine avec l'année 91 à la WCW, sauf si, entre-temps, j'ai un truc peut-être plus proche de l'actualité à vous proposer. Voilà, bye.